Rien qu'à ces quelques notes, il est fort probable que des souvenirs vidéoludiques vous reviennent en mémoire. Peut-être joyeux, peut-être tristes. Très certainement un mélange de tout ça en réalité. La symphonie retentissante d'une douce mélancolie. Mais bref, aujourd'hui je vais pas vous raconter l'histoire du jeu, non. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les fondements scientifiques sur lesquels se base cet univers. Je suis Camille et bienvenue dans ce premier épisode de LSD. Et aujourd'hui, on parle de Outer Wilds. Ok, bon, je suis pas là pour vous expliquer l'histoire du jeu, mais avant, une remise en contexte s'impose. On commence le jeu sur Atrebois, une petite planète du système solaire, et on vient de rejoindre le projet Outer Wilds, qui est un projet spatial ayant pour but d'explorer les autres planètes du système. Et donc vous êtes le 5e astronaute de ce projet, et les autres avant vous ayant déjà exploré l'espace ont réuni toutes leurs découvertes dans un musée. Et le musée fonctionne en fait comme un tuto, et c'est peut-être le tuto le plus intelligent que j'ai vu de ma carrière de joueur. Ok, déjà, aucun pop-up là con pour t'expliquer les contrôles, puisque tout ce que tu peux faire dans ce jeu, c'est te déplacer. Ensuite, le musée t'introduit toute la connaissance acquise jusque-là. Et la connaissance et la compréhension du monde sont les seules choses qui permettent de finir Outer Wilds. Donc ce choix, de présenter ça dans un musée et d'introduire la découverte des autres explorateurs, il est là pour te montrer que l'univers est en fait plein de mystères. Et en réalité, tout est déjà là sous tes yeux, mais sans que tu puisses le comprendre. Et c'est là la magie d'Outer Wilds. Bref, dans ce musée, on trouve beaucoup de choses. Une explication sur le phénomène d'une supernova, des pierres qui me permettent de marcher sur le mur en changeant la gravité. Ok, pourquoi pas. Des poissons des abysses. Heureusement que ces immondices sont petites, imaginez une seule seconde s'il y avait des horreurs comme ça mais gigantesques. Non, sérieusement. Imaginez. Bref, je suis un jeune scientifique plein d'espoir qu'on envoie dans l'espace pour essayer de résoudre les mystères de ce monde. Mais avant, pourquoi et comment cette pierre se déplace toute seule dès que je tourne le dos ? D'ailleurs, pour être exact, en réalité la pierre se déplace pas quand j'ai le dos tourné, non. Elle se déplace quand je la regarde pas. Et d'ailleurs, elle se déplace pas vraiment. Enfin, sa position est pas aléatoire. On voit que la pierre qui est devant moi, elle a que 3 positions définies quand je la regarde. Elle est forcément sur un des 3 troncs. Bon, il y a une note qui nous explique que cette pierre, elle est qualifiée de quantique. Et donc elle nous dit qu'en fait, elle se déplace pas comme on pourrait le penser, mais qu'elle existe dans plusieurs états en même temps. Et donc que c'est que lorsqu'elle est observée que un des états est choisi. C'est comme si en fait, la pierre était partout, donc sur les 3 troncs à la fois, et que c'est que lorsque je la regarde qu'il y a un des 3 troncs qui est choisi. Et bizarrement, aussi improbable qu'il y paraît, cette explication elle est assez réaliste en fait. Ok, remise en contexte. On est en 1687. Le meilleur album de rap français ne sortira que dans 322 ans, l'homme ne marchera sur la lune que dans 282, et la construction de la tour Eiffel ne commencera que dans 2 siècles. Et dans ce contexte, grâce à la chute d'une pomme, un homme révolutionne le monde. Cet homme, c'est Isaac Newton. Isaac Newton donc écrit dans Philosophiae Naturalis Principia Mathematica les 3 lois universelles du mouvement qui régissent les lois de la physique classique, c'est-à-dire la physique qui s'applique à notre échelle. Avec ça, on peut calculer la trajectoire d'une planète, la force d'une balle au mouvement ou la gravité.
C'est la physique qui dit que lorsque je lâche cette balle de ma main, elle tombe parce qu'elle est attirée par la gravité de la Terre. Bref, c'est la physique du quotidien que tout le monde connaît plus ou moins et qu'on expérimente à chaque instant. On dit aussi que cette physique est déterministe, c'est-à-dire qu'en connaissant les conditions initiales, on peut prédire ce qu'il va se passer. Regardez, prenons un exemple tout bête, par exemple, si je me trouve au sommet de la tour Eiffel et que je tombe, on peut prédire que ça va faire très mal. Donc, si Newton créa la physique classique en 1687, si je vous parle de physique quantique sans forcément comprendre ou visualiser ce que c'est, le mot devrait pas vous être complètement inconnu. Et c'est en effet une autre branche de la physique qui naît en 1900 avec les mots de Max Planck qui fut le premier à proposer une approche quantifiée de l'énergie sous forme de quanta. Et bon, je vous avoue être à la fois un peu jaloux de sa carrière et de ses moustaches. Regardez-moi cette beauté, on a envie de la... Mais bref. Grâce à Planck, l'énergie n'était plus vue comme quelque chose de continu, mais comme des petits paquets d'énergie. Et c'est seulement quelques années plus tard, en 1925, que l'équation de Schrödinger sera formulée et qui permet de décrire l'évolution des particules subatomiques. En fait, une des plus grandes différences entre la physique classique et la physique quantique est la nature des interactions. Et tout ça vient d'une différence de taille. Comprenez qu'un atome, c'est 10 millions de fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Je sais pas si vous réalisez, je pense honnêtement qu'on peut pas se le représenter. Mais du coup, là où la gravité joue un rôle dominant en physique classique, c'est par exemple grâce à elle qu'on peut déterminer la trajectoire des étoiles, à l'échelle subatomique, la gravité, on en a rien à foutre en fait, et la force qu'elle exerce est complètement négligeable comparée à d'autres qui deviennent beaucoup plus importantes, comme la force électromagnétique par exemple, qu'on retrouve lors des interactions entre les électrons, chargés négativement, et les protons, chargés positivement. Tout ça fait qu'au final, on a gentiment dit à Newton de s'écarter pour inventer une nouvelle physique avec de nouvelles lois qui lui sont propres, la physique quantique. Bon, tout ça c'est très beau, mais du coup, quel est le problème à l'échelle subatomique ? Au final, qu'est-ce qui se passe ? Et putain de merde, mais quel est le rapport entre la physique quantique et mes pierres qui se téléportent ? Le rapport, c'est la superposition d'états. Et c'est un phénomène qui n'apparaît qu'à l'échelle quantique. En fait, pour expliquer simplement, un objet quantique n'a pas de position définie. Par exemple, si on prend un atome d'hydrogène, autour de cet atome il y a un électron. Eh bien la position exacte de cet électron est inconnue. En réalité, jusqu'à ce qu'on le mesure, on peut considérer l'électron comme à plusieurs endroits simultanément. En gros, un atome ne ressemble en réalité pas à ça, avec des trajectoires définies pour les électrons, mais plus à ça, avec les électrons qui pourraient se trouver un peu partout là-dedans. On parle donc de nuages électroniques et de probabilité de présence, avec une probabilité plus importante de trouver l'électron ici qu'ici. On voit donc que la probabilité de présence de l'électron peut être décrite à l'aide d'une onde, où les sommets de l'onde représentent les endroits où il est le plus probable de trouver l'électron. Et donc, au final, les objets quantiques peuvent être à la fois décrits comme un corps, c'est-à-dire avec une enveloppe physique, et à la fois comme une onde. Voilà pourquoi on parle, à l'échelle quantique, d'une dualité onde-corpuscule. Ce n'est que lorsque je vais vouloir mesurer la position exacte de l'objet quantique qu'une position parmi les probabilités sera choisie. On dit alors que la mesure provoque un effondrement des états pour n'en choisir qu'un seul de manière aléatoire. Et on appelle cela le phénomène de la mesure. Et donc si vous avez compris ce que je vous raconte, c'est ça qu'on observe sur la pierre du musée. Et c'est ce que nous explique la note. La pierre est, lorsque je la regarde pas, sur les trois troncs en même temps, et lorsque je l'observe, il y a un effondrement des états, un phénomène de la mesure, qui détermine alors une position parmi les probabilités. Donc si la physique classique est qualifiée de déterministe, comme on l'a vu plus tôt, vous l'aurez compris, la physique quantique est quant à elle qualifiée de probabiliste. En fait, Outer Wilds nous permet ici de visualiser et d'expérimenter un phénomène quantique comme si ce dernier se passait à notre échelle. Et il faut l'admettre, c'est assez fascinant. Bon, ok, j'espère que vous avez réussi à me suivre parce que je vous préviens, c'est que le début. Mais dans la vie, j'ai appris que quand un problème devient trop complexe, il est important de savoir prendre du recul.
端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を放とう、消えることない約束お二人でせーので言おう。願ったら何がしかが叶う、その言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその綺麗なと虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ生命も認めの感情にハイタッチして時間にキスを5次元にからかわれて、それでも君を見るよ、また初めましての合図を決めよう。君の名を今追いかけるよ。Bon, maintenant qu'on est de retour, il y a un truc que j'ai réalisé là-haut. Elle vous paraît pas petite cette planète? Comment je pourrais la mesurer et quelle vitesse je dois atteindre pour aller dans l'espace? En fait, ces deux questions sont liées, mais pour ça je dois vous parler de vitesse de libération, qui correspond à la vitesse minimum que l'on doit atteindre pour battre la gravité, on pourrait dire, ou pour s'échapper de l'attraction d'une planète, et donc pour pouvoir aller dans l'espace. Dit comme ça peut paraître très compliqué, mais en fait, on peut la calculer très facilement avec cette équation. G étant une constante, elle est connue, on a donc besoin de déterminer seulement deux paramètres, à savoir le rayon et la masse. Bon, on va commencer par déterminer R parce que c'est le plus simple. Pour ça, je vais avoir besoin d'un système de mesure in-game, et donc je vous présente mon nouveau meilleur pote, le Getter. C'est un appareil à triangle que je peux lancer, qui me permet de prendre des photos, et chose notable, il m'affiche également la distance qui nous sépare lui et moi en ligne droite. Donc, si je le mets au pôle nord et que moi je vais au pôle sud, bam, je retrouve le diamètre d'Atrebois. Bon, en réalité, le pôle nord et le pôle sud d'Atrebois sont dans des creux, donc ça fausserait la mesure. Donc je fais la même chose, mais à l'équateur. Le principe reste le même, hein. Je place mon guetteur à un endroit de la planète, moi je vais de l'autre côté, et comme ça, je mesure le diamètre. Et donc maintenant, c'est tout simple. Pour obtenir le rayon, je divise simplement cette valeur par 2, et donc je trouve un rayon environ égal à 250 mètres. Bon, là dans le jeu c'est facile, mais dans la vraie vie on n'a pas pu faire comme ça. Et pourtant on a déterminé la circonférence de la Terre en 230 avant Jésus-Christ. Et c'est là que je vous parle de ce beau gosse d'Ératosthène, directeur de l'immense bibliothèque d'Alexandrie, qui entre deux tournages de Colyoko a remarqué que pendant le solstice d'été, le 21 juin, moment de l'année où le soleil monte au plus haut dans le ciel, que le fond d'un puits à Sienne, aujourd'hui à Souan, est parfaitement éclairé, et que ce n'est pas le cas à Alexandrie située un peu plus au nord. Étant donné qu'on est le jour de l'année où le soleil est le plus haut dans le ciel, il considère que ces rayons arrivent de manière parallèle sur la Terre selon ce schéma. Or, d'après la loi des angles alternes internes, ces deux angles sont identiques. Donc en mesurant l'angle de l'ombre portée d'un pilier, il mesure indirectement l'angle au centre de la Terre entre Alexandrie et Sienne, et trouve 7,2 degrés. Sachant que la Terre est une sphère et donc possède un angle de 360 degrés, il suffit alors de faire 360 divisé par 7,2, ce qui nous donne 50, ça veut donc dire que la circonférence de la Terre est égale à 50 fois la distance Alexandrie-Sienne. Ératosthène estime cette distance environ égale à 790 km, ou 5000 stades égyptiens, système de mesure de l'époque, ce qui nous fait 50 fois 790, 39 500 km. Et avec les instruments modernes, aujourd'hui on calcule la circonférence de la Terre à 40 075 km environ. Il y avait même pas 500 km d'erreur, soit moins de 2%. Il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire que, pendant qu'aujourd'hui des personnes pensent encore que la Terre est plate, Ératosthène, il y a plus de 2000 ans, a estimé la circonférence de la Terre avec moins de 2% d'erreur. C'est énorme. Bon, maintenant qu'on a la circonférence de la Terre, en assimilant la Terre à une sphère parfaite, on sait que le périmètre est égal à 2 pierres, et donc on peut remonter au rayon très facilement. Donc en prenant la valeur la plus récente,
On fait 40 075 divisé par 2π, ce qui nous donne un rayon de 6378 km. Bon, maintenant qu'on a déterminé le rayon, il ne reste plus qu'à déterminer la masse. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est pas comme si on pouvait mettre la Terre sur une espèce de gigantesque balance. Hein. Alors comment on fait? Bon, j'espère que vous commencez à comprendre le principe. Si je peux pas mesurer quelque chose directement, je vais le calculer en me servant de quelque chose que je peux mesurer. Et dans ce cas-là, on va se servir de la constante gravitationnelle. Ce fameux G dont je vous ai parlé plus tôt, c'est grâce à lui qu'on va mesurer la masse de la Terre. Quand je dis on, je veux dire que c'est ce qu'a fait Henry Cavendish en 1798 avec une balance à torsion. Pour faire simple, voilà le matériel qu'il a utilisé. Et vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Ok, juste ici on a deux petites boules de plomb reliées par une barre horizontale suspendues à un fil. L'idée de l'expérience est alors de rapprocher ces grosses boules de plomb plus lourdes, ce qui va attirer les petites par gravité, faire tourner la barre et tordre légèrement le fil. On peut alors mesurer cette torsion et remonter à la force d'attraction selon la loi de Newton. Étant donné qu'on connaît M1, M2, la distance D qui sépare nos deux boules et F, on peut maintenant isoler G. Et donc maintenant qu'on connaît G, on peut remonter à la masse de la Terre grâce à n'importe quel objet de poids connu, et Cavendish avait trouvé une masse environ égale à 6 × 10 puissance 24 kg. Avec les méthodes actuelles, on trouve plus précisément 5,972 × 10 puissance 24 kg, mais ce qui est presque effrayant, c'est de se rendre compte que Cavendish était à moins de 0,5% d'erreur, en 1798 pour rappel. Et pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de lire des puissances, dites-vous que ce nombre c'est un 6 suivi de 24 zéros. C'est-à-dire le nombre absurdément grand de 6000 milliards de kilos. Ouais, ça fait beaucoup. Et pourtant comme ça vous aide probablement pas à visualiser l'immensité que ça représente. Donc pour vous aider, imaginez maintenant que je compte chaque grain de sable qu'il y a à Biarritz, à Marseille, en Bretagne, qu'une fois arrivé là je décide de continuer, de compter chaque grain de sable qu'il y a sur chaque plage dans toute la France, puis dans toute l'Europe, puis enfin dans le monde entier. Bon, déjà, je vais y passer un moment, et sûrement que je passerai des vacances de merde, mais une fois que j'aurai fini, j'obtiendrai le nombre colossal de 7,5 × 10 puissance 18 grains de sable. Et ce nombre est déjà énorme, et pourtant, il est 800 000 fois plus petit que celui-là. Voilà. Ok, donc maintenant on connaît R, on connaît M, donc on peut calculer la vitesse de libération pour la Terre, ce qui donne 11,2 km/s. Comme ça vous parle peut-être pas, et peut-être que ça peut même vous paraître assez peu impressionnant, mais en réalité ça fait quand même presque 40 000 km/h. Et donc ça explique qu'on utilise des engins comme ça. Ok, donc ça c'était dans le cas de la Terre, mais comment je fais pour Atrebo? Parce que en utilisant la formule de Newton, on doit pouvoir peser quelque chose. Sauf que là, dans le jeu, y a aucun moyen que je puisse peser quelque chose. À la limite, je peux mesurer les distances un petit peu avec le guetteur, mais ça s'arrête là. Donc comment on fait? Dans ce cas-là, je considère que Atrebo est une planète qui est à peu près quasiment similaire à la Terre, après tout on y trouve à peu près les mêmes environnements. Donc on va admettre que la composition de la Terre est pareille que celle d'Atrebo. Donc j'utilise mes grandes connaissances et je considère que la densité moyenne d'Atrebo est équivalente à celle de la Terre. Étant donné que je connais déjà la taille d'Atrebo, je peux calculer sa masse en multipliant son volume par sa densité. Le volume d'une sphère étant égal à 4 tiers de pierre cube, il me suffit de remplacer R par le rayon d'Atrebo,
On trouve donc la masse de 3,6 x 10 puissance 11 kg, et maintenant qu'on a la masse d'âtre-bois ainsi que son rayon, on peut calculer sa vitesse de libération. Et donc on obtient dans ce cas-là une vitesse de libération égale à 1,6 km/h. Ce qui est beaucoup moins impressionnant, mais qui permet de faire ça, entre autres. Ah, au fait, ça c'est une photo de la tour Eiffel, et ça c'est avec Âtre-bois à l'échelle. Donc ouais, c'est vraiment une toute petite planète. Bon, maintenant qu'on sait aller dans l'espace, si on allait voir une autre planète. Gravité est peut-être ma planète préférée du jeu, parce qu'elle peut paraître simple comme ça au premier abord, mais elle renferme quelque chose qui m'a toujours fasciné. Les trous noirs sont les objets célestes qui peuvent le mieux décrire cette émotion mêlant peur et émerveillement que me provoque l'espace. Même si en réalité, là, ce qu'on regarde, c'est pas vraiment un trou noir, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, un trou noir est défini comme un objet si dense, avec une gravité si importante que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière, qui pour rappel voyage à 300 000 km/s. Une vitesse suffisamment grande pour faire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seule seconde. Et donc en fait, c'est lié à sa vitesse de libération. Pour Âtre-bois, on sait maintenant qu'il faut dépasser les 1,6 km/h. Pour la Terre, on sait qu'il faut dépasser 11,2 km/s. Pour le Soleil, ça monte à 620 km/s. Et donc pour un trou noir, ça dépasse la vitesse de la lumière. En fait, ce que nous voyons ici, ce n'est pas le trou noir en tant que tel, mais c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Imaginez ça comme la coquille d'un œuf, et le trou noir se trouve en réalité en dessous. L'horizon des événements d'un trou noir, c'est la zone de non-retour. C'est la limite à partir de laquelle la gravité devient suffisamment intense pour que rien, pas même la lumière, ne puisse s'échapper. En d'autres termes, c'est la frontière où la vitesse de libération dépasse celle de la lumière. En fait, c'est que la surface de l'iceberg, le véritable trou noir, se trouve au centre de cet horizon et forme une singularité, c'est-à-dire un point infiniment petit où les notions mêmes d'espace et de temps n'ont plus aucun sens. Bon, moi je vous avoue que j'ai pas envie de m'approcher plus que ça d'un trou noir, on m'a parlé de spaghettification, de mort horrible, enfin bref. Par contre, j'ai mon guetteur. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà si je l'envoie ? Bon, il a été absorbé par le trou noir jusque-là. Mais attendez. Regardez où se trouve mon guetteur, il est à plus de 33 km de moi. Bon, bonne nouvelle, du coup ça veut dire qu'il a pas été détruit. Mauvaise nouvelle, ça veut dire que c'est à mon tour maintenant. Ok, ben, let's go. Bon, j'ai retrouvé mon guetteur, par contre, je sais pas où je suis. Je me suis téléporté. Mais si je me retourne, je me rends compte que je me suis peut-être pas téléporté n'importe où. Ok, donc le trou noir me téléporte au niveau d'un trou blanc, mais si j'essaie d'aller dans l'autre sens, ça fonctionne pas. On peut faire le voyage que dans un seul sens. Dans la vraie vie, on appelle cette connexion un trou de verre. Je dis dans la vraie vie, mais on n'a aucune preuve que ça existe pour le moment. Mais pour faire simple, imaginez une carte de l'univers, donc une feuille plate, ok, très bien. Si je veux aller du point A au point B, je suis obligé de faire tout ce trajet. Jusque-là, normalement, vous me suivez.
Maintenant, imaginez que l'on plie la feuille comme cela et qu'on fasse un tunnel. On pourrait alors aller beaucoup plus vite du point A au point B, et c'est ce tunnel qu'on appelle un trou de verre, ou scientifiquement un pont d'Einstein-Rosen. Et donc, d'après la théorie, et c'est ce qu'on retrouve dans le jeu, les trous noirs seraient les portes d'entrée et les trous blancs celles de sortie. Même si, en réalité, aucun trou blanc n'a jamais été observé pour le moment. Et bon, ok, là je suis obligé de vous parler de RGB 060614, un sursaut gamma observé en 2006. Un sursaut gamma, c'est tout simplement l'une des explosions d'énergie les plus importantes que l'on peut observer dans l'univers. Ils peuvent être jusqu'à 10 fois plus lumineux qu'une supernova, qui, pour rappel, c'est ça, une supernova. Les scientifiques pensent que ces sursauts gamma sont dus à des phénomènes comme l'effondrement d'une étoile, c'est-à-dire la formation d'un trou noir ou encore la fusion de deux étoiles à neutrons. Cependant, RGB 060614 est différent, car normalement les sursauts gamma qui durent plus de 2 secondes sont généralement accompagnés d'une supernova. RGB 060614 a duré 102 secondes et n'a été accompagné d'aucune supernova. Bien que l'origine de ce phénomène reste pour le moment inconnue, une hypothèse assez peu admise par la communauté scientifique mais toutefois intéressante, reste de dire que le phénomène derrière RGB 060614 soit la formation d'un trou blanc. D'après la théorie, les trous blancs sont comme présentés dans Outer Wilds, les opposés des trous noirs. Si dans les premiers rien ne peut s'échapper, dans les seconds, absolument rien ne peut rentrer. Si on voit les trous noirs comme un puits, on peut alors imaginer les trous blancs comme des fontaines, d'où leur deuxième nom, les fontaines blanches. Bon, très bien, on a une petite idée de comment ça marche, mais alors maintenant, bordel, comment c'est possible d'avoir un truc pareil? Parce que si les trous noirs sont des singularités qui par la force gravitationnelle attirent vers eux les objets à proximité, et que les trous blancs sont des opposés des trous noirs, nouvelle question, c'est quoi l'inverse d'une singularité? Alors c'est là que ça va commencer à devenir complexe, car d'après les théories, les trous blancs seraient les opposés des trous noirs, mais par rapport au temps. Voilà, donc rassurez-vous, si vous n'avez rien compris, c'est normal. En gros, il ne s'agit pas d'une opposition d'un point de vue physique, comme par exemple le feu peut être vu comme l'opposé de l'eau, pas du tout. Ici, il faut voir les trous blancs comme le film d'un trou noir que l'on visionnerait à l'envers. C'est ça qu'on appelle une opposition temporelle. Si je peux renvoyer l'eau de mon verre dans le robinet, il s'agit bien là d'une opposition d'un point de vue temporel. Voilà pourquoi rien ne peut pénétrer dans un trou blanc, ils sont littéralement définis comme l'opposé de ce qui attire tout et dont rien ne s'échappe. Et comment vous parler des trous noirs sans vous parler de Stephen Hawking? Il y aurait énormément de choses à dire sur cet homme, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous invite à voir Une merveilleuse histoire du temps, un magnifique film qui retrace un peu son parcours de vie. Par pitié, allez le voir. Stephen Hawking a fait beaucoup de découvertes dans sa vie, il est notamment connu comme étant à l'origine de la théorie du Big Bang, excusez du peu, et il est aussi connu comme étant le premier grand vulgarisateur, mais la découverte qui nous intéresse aujourd'hui date de 1975, ce sont les fameux rayonnements de Hawking. Il a tout simplement prouvé que les trous noirs, qui jusque-là étaient des corps célestes considérés comme immortels, sont en réalité voués à disparaître. Il laisse en réalité échapper un infime rayonnement thermique. Et c'est ces dégagements de chaleur qu'il a appelés les fameux rayonnements de Hawking. Ce qui veut dire que très peu de chaleur s'échappe des trous noirs, et donc qu'ils perdent petit à petit de l'énergie. Ça signifie que sur une période temporelle extrêmement grande, les trous noirs s'évaporent et finissent tout simplement par disparaître. Et quand je dis extrêmement grande, je ne plaisante pas, on parle de plusieurs centaines de milliards d'années pour les plus petits. Plus précisément, un trou noir s'évapore avec une température de rayonnement inversement proportionnelle à sa masse, ce qui fait que l'évaporation est d'autant plus rapide que le trou noir est petit. Par exemple, un trou noir de la masse de la Terre ne ferait que 2 cm de diamètre et aurait un rayonnement de 0,02 Kelvin, soit moins 273,13 degrés. C'est-à-dire à la limite du zéro absolu, température la plus basse atteignable dans l'univers.
Voilà, donc quand je vous dis qu'il y a un dégagement de chaleur, tout est relatif, hein. Un tel trou noir mettrait donc environ 10 puissance 50 années pour s'évaporer. Ouais, c'est pas mal long, et pour avoir une comparaison, un trou noir de la masse du Soleil mettrait environ 10 puissance 67 années pour s'évaporer. Bon, c'est déjà très long, et pourtant des trous noirs bien plus gros existent dans l'univers. Et si vous vous dites que plusieurs centaines de milliards d'années ça fait beaucoup, mais qu'à l'échelle de l'univers ce n'est pas si grand, vous vous trompez. Et vous vous trompez largement d'ailleurs, puisque l'univers est un bébé âgé de seulement 14 milliards d'années. Donc oui, ça fait beaucoup. Ok, maintenant que vous pensez avoir saisi les grandes lignes de ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, laissez-moi vous raconter une toute dernière théorie sur les trous blancs. Pour ça, je vous présente nos deux protagonistes, les docteurs Reiter et Heller, qui ont proposé une théorie qui pourrait bien changer complètement votre manière de voir l'univers. Selon eux, l'idée de voir les trous noirs comme des phénomènes de longue durée est paradoxale puisqu'il est généralement admis que lorsqu'une masse considérable de matière est éjectée dans l'espace, elle génère une pression gravitationnelle si énorme qu'elle finit par s'effondrer sur elle-même créant un trou noir. C'est donc la mort inévitable des trous blancs et par nature, les trous blancs ne pourraient donc pas exister longtemps. Ils seraient condamnés à disparaître presque aussi vite qu'ils apparaissent, comme une bulle éclatant sous la pression du cosmos. Et c'est là que Reiter et Heller changent la donne. Et si, au lieu d'être de longues fontaines de matière, de longues fontaines blanches, comme on pourrait l'imaginer, les trous blancs étaient en réalité des expulsions instantanées. Imaginez un instant, une quantité phénoménale de matière comprimée jusqu'à l'infini qui serait expulsée en un seul instant dans une explosion cosmique gigantesque. Au final, bien loin de l'image d'une gentille fontaine blanche. Un phénomène aussi rapide qu'incroyablement violent. Et vous comprenez peut-être où je veux en venir, et si ce n'est pas le cas, il va falloir remonter dans le temps. D'environ, je sais pas moi, au hasard 14 milliards d'années. Et là vous l'avez, pour Reiter et Heller, le Big Bang lui-même serait en réalité un trou blanc. C'est-à-dire qu'absolument tout ce que nous connaissons ne serait que les reliquats de ce qu'un trou noir d'un autre univers aurait englouti. C'est-à-dire, pour vous expliquer un peu plus simplement, qu'on aurait un univers A dans lequel un trou noir aurait amassé pendant plusieurs centaines de milliards d'années une quantité phénoménale de matière, d'énergie, et à un moment, le silence. Suivi d'une explosion qui donna naissance à un univers B, notre univers. Et qui sait jusqu'où remonte cette chaîne. Bon, c'est pas mal, on aura vu pas mal de trucs, non? Je suis fasciné par l'espace, par le vide et par la taille de l'univers depuis que je suis petit. Quand j'avais 5 ans, je rêvais de devenir astrophysicien. Parce que j'étais persuadé un jour de pouvoir tout connaître, tout comprendre et que l'univers n'aurait plus aucun mystère pour moi. Je crois que je pouvais pas plus me tromper. Aujourd'hui, je vois l'espace de manière totalement différente. Il me fascine autant qu'il m'effraie. Il me rappelle sans cesse à quel point je suis minuscule face à son immensité. Chaque étoile qui scintille dans le ciel m'invite à imaginer un monde inconnu dans lequel je mettrai sûrement jamais les pieds. Et pourtant, je reste là et je continue de les regarder. Et maintenant que je comprends un peu, je crois que c'est cet inconnu qui me pousse à rêver, à explorer, à chercher des réponses à des questions que je m'étais pourtant jamais posées avant. Aujourd'hui, je suis plus l'enfant qui souhaitait tout comprendre. Et j'embrasse l'incertitude et j'accepte que certaines choses resteront, pour toujours, hors de ma portée. Il n'empêche que c'est dans ce mystère que je trouve sa beauté.
Comme un livre à page blanche, l'univers m'offre la possibilité d'écrire mes propres histoires, et me rappelle, les soirs où je me sens perdu, qu'il me suffit de lever les yeux pour savoir que, même si je ne sais pas où la vie mène, le voyage, lui, sera mémorable.